Bonjour à toutes et tous, bon après-midi. Je suis Martha Blackwell, vice-présidente exécutive du Canadian Council au Conseil canadien des Amériques. Et c'est un réel plaisir de vous accueillir à notre webinaire d'aujourd'hui. Cuba, la réponse internationale à la crise humanitaire organisée en partenariat avec Chatham House. C'est un plaisir d'avoir un panel d'éminents en matière de Cuba. Nous avons des membres du monde académique et diplomatique aussi. Nous avons Matthew Levin, ancien ambassadeur du Canada en Colombie, à Cuba et en Espagne, entre autres. Nous avons aussi Carlo Heredia, professeur associé au Centre de recherche et d'enseignement en, en économie à Mexique et chroniqueur à l'Universal. Nous avons Tamar San Miguel Garcia, directrice générale adjointe pour le Mexique et l'Amérique centrale et les Caraïbes au ministère des Affaires étrangères de l'Espagne, et Catherine Hansing, professeure associée au Baruch College de la City University au New York, qui a vécu à La Havane pendant 5 ans et jusqu'à l'été dernier, quand elle est retournée et s'y trouvait encore la semaine dernière. Je pense que nous pouvons commencer. Parfait. Merci beaucoup, Martha, et merci, Ken, et merci aux panélistes aussi. On va avoir plutôt une sorte de conversation ici. Donc, Ken et moi, nous allons lancer des questions. Et ce que nous faisons ici au Chatham House, c'est essayer de trouver des façons, des formes dans lesquelles les pouvoirs mayens, donc des pays cherchent des solutions et même si on les aime pas, on perd un rôle diplomatique du Canada, mais de l'Europe, du Royaume-Uni aussi. Donc, Catherine, on va commencer avec vous. Euh, Nous voulons parler des conditions humanitaires actuelles, ces transitions vers peut-être une sortie diplomatique que les personnes sont en train de considérer. Donc, quelle est les circonstances humanitaires maintenant? Est-ce que on continue comme ça? Qu'est-ce qui va peut-être se passer dans 6 mois, ou dans l'année à venir? Merci beaucoup tout le monde et merci de m'avoir invité aussi dans cette conversation si importante. C'est vraiment un plaisir d'être là. Donc, comme on vient de mentionner, je viens de rentrer de la Havana il y a quelques jours. J'étais là juste pour une petite période. Cependant, j'ai parlé avec des dizaines de personnes pour avoir un peu un vrai sentiment par rapport à ce qui est en train de se passer. Et j'ai vécu là-bas jusqu'à l'été dernière. Donc, je voulais vraiment comprendre la différence et les commentaires que je vais vous offrir. J'espère qu'ils vont vous permettre d'avoir un panorama de ce qui est en train de se passer, mais aussi du contexte par rapport à cette crise humanitaire de laquelle tout le monde est en train de parler et que tout le monde est en train de dire que ça va se passer comme si c'était sur l'horizon, mais en soi, cela est déjà le cas depuis un petit 2 ans. Cuba est déjà au milieu d'une crise humanitaire et ce qui pourrait se passer est que, franchement, il pourrait y avoir un tsunami. Donc, je veux vraiment offrir des commentaires pour cadrer un peu la situation et vous donner un sentiment de ce qui est en train de se passer et ce qui se passe depuis les dernières années. Donc, au moment, les, aucun gramme de pétrole est arrivé à Cuba depuis décembre. Les réserves sont vraiment baisses. Donc, la vie publique est pratiquement dans la neutralité. Il n'y a pas de trafic, si, à exception de quelques véhicules électriques et des motos et des diplomatiques et des diplomates qui ont encore des stocks de pétrole. Tout le monde reste chez eux, chez elles. Les travailleurs essentiels sont les seuls qui vont au travail. Les universités ont été fermées, les écoles ont changé les horaires. C'est vraiment difficile pour les gouvernements de ramener les docteurs aux hôpitaux. Bien sûr, la coupure électrique continue à être vraiment sévère, surtout dans des zones des provinces où il y a eu des coupures électriques depuis des années. Ils ont peut-être 2, 3 heures d'électricité par jour. L'Havana est un peu mieux. Tout cela a des conséquences massives sur la vie de tous les jours, ce qui veut dire que la vie de tout le monde est centrée autour de ces petites heures d'électricité qu'ils ont afin de cuisiner, de laver, de faire la vaisselle, la lessive, de faire le basique. Cela a été un problème dans la vie des personnes dans les dernières années, mais la réalité est que maintenant, le 40% de la population vit
déjà dans des conditions de pauvreté extrême. Il y a de la malnutrition, une énorme portion de la population, les personnes âgées, les enfants, vivent maintenant avec un repas par jour, avec des vraiment bas niveaux de vitamines et de protéines. Et comme je suis sûre que vous le savez déjà, au-delà de tout cela, dans les dernières 5 ans, dans la dernière décennie, l'infrastructure et le système social étaient détériorés à Cuba. Donc, et cela depuis la tombée de l'Union soviétique. Donc, tout ce qui est santé publique, éducation, les infrastructures routières, les bâtiments, ils tombent littéralement en panne ou ils tombent au sol tout le temps. Donc, on considère vraiment une situation de court terme avec ce manque de pétrole. On ne sait pas combien de temps ils vont pouvoir tenir. Il y a un peu un horloge. Euh, en, calcul en arrière, peut-être même une deadline potentielle. Et s'il n'y a pas de pétrole qui arrive à l'île, la situation est que l'île va tomber dans l'obscurité plus complète. Et cela va avoir une conséquence pas seulement sur l'électricité, mais aussi sur l'eau, parce que l'eau passe à travers d'un système mené avec de l'électricité. Sans l'électricité, la production alimentaire, les stockages impossibles, les hôpitaux ne vont plus marcher. Et cela, normalement, l'aide doit arriver. Elle est déjà en train partiellement d'arriver du Mexique, du Chili, de l'Espagne. Mais comment est-ce que cette aide va être distribuée sans pétrole? La question est vraiment là. La situation est déjà extrêmement dramatique et ça peut empirer d'une forme significative dans une courte période de temps. Donc, la question d'1 million de dollars est combien de temps attend encore? Et je vais m'arrêter là-bas pour le moment. OK, merci. C'est vraiment effrayant, mais la question, effectivement, combien de temps attend encore dans nos mains? Nous savons que l'Espagne a soutenu un peu la situation. On peut faire une analyse du gouvernement par rapport à cette situation. Oui, merci beaucoup tout le monde. Bonjour, bon après-midi. J'aurais pas pu expliquer mieux de ce que Catherine a dit, surtout parce que Catherine vient justement de rentrer de l'île de Cuba. Donc, nous sommes absolument préoccupés par rapport à la situation et comme elle a bien souligné, on est dans cette situation d'opinion publique par rapport à une potentielle crise humanitaire, alors que ça fait depuis minimum 8 mois que nous nous trouvons déjà dans une situation extrêmement dramatique à Cuba. Et effectivement, il y a quelques semaines, l'ordre exécutif a été mis en place et cela a ajouté de la pression par rapport à la situation liée à la pénurie de pétrole et au fait que le stockage de pétrole était déjà critique à ce moment-là, avant leur exécutif. Donc, effectivement, nous avons suivi de près cette situation et ça fait des mois, des années même, et nous voyons effectivement comment la situation est en train de s'empirer à chaque jour. Et donc, nous voulons vraiment aider. Mais nous savons que cela va exploser à un certain moment. Nous ne savons pas comment ni quand. Et de plus de ce que Catherine vient d'expliquer, il est important aussi de souligner la crise sanitaire. Nous avons fait des suivis, nous faisons un suivi vraiment de près par rapport à la présence de résidus, de manque d'équipements et matériel basiques dans les hôpitaux. Et donc, les problèmes maintenant euh, commencent à être par rapport aussi à des problèmes sanitaires endémiques. Cela est en train de s'améliorer parce que nous sommes vers la fin de l'époque de pluie, mais nous parlons des cas de dengue, de chunga qui réapparaît en mai avec les pluies. Cela va se passer aussi. Donc, la situation potentielle est la pénurie de médicaments, d'attention sanitaire. Donc, dans 2, 3 mois, si la situation continue comme elle est maintenant, cela pourrait être encore plus critique depuis le point de vue sanitaire. Et pour cela, notre analyse est vraiment
similaire par rapport à ce que Catherine nous a déjà expliqué. Merci beaucoup. Je veux revenir en arrière par rapport à ce que peut être fait, mais Ken, je te passe la parole. Merci beaucoup, Tamar et Catherine. Euh, Parlons-en maintenant un petit peu par rapport à ce que certains pays pourraient être en train d'évaluer par rapport à une action sur la relation avec Cuba. Donc, avant de passer à ce que des pays pensent qu'ils peuvent faire, peut-être qu'on peut parler un peu par rapport à ce que dans le passé, l'engagement humanitaire a été dans les pays respectifs que vous représentez ici et l'engagement en politique. Je vais parler avec vous, Mathieu, avant tout, parce que nous savons que le cas du Canada est intéressant. Je pense que les personnes ne comprennent pas vraiment le lien et le fait que peut-être le père de Trudeau était proche avec Fidel Castro. Peut-être le Canada a toujours eu une relation plus de près par rapport à Cuba. Et on aimerait savoir qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela. Merci beaucoup, Ken, et je veux vraiment remercier Chatham House et aussi le Conseil canadien des Amériques pour avoir trouvé le moment de créer une conversation par rapport à une thématique si importante. Cette situation se développe depuis un petit moment déjà, depuis un long moment, je dirais, mais voilà. Nous avons beaucoup de personnes qui sont préoccupées par rapport à la situation des Cubains et de Cuba. Et je pense que on veut trouver une façon de sortir de cette situation, d'aider, d'offrir du soutien, mais aussi on se demande si cette capacité, cette résilience cubaine va arriver à un point final. Et c'est vraiment un plaisir et un honneur de avoir ici Carlos et la situation est vraiment inquiétante pour la population. Ce n'est pas surprenant, j'aimerais dire, parce que dans une certaine façon, cela s'est développé euh, sur une grande fourchette de temps depuis sûrement sa phase plus sévère qui a commencé avec la pandémie du COVID. Donc, la description qu'on peut donner, effectivement, une préoccupation émergente, mais depuis un petit moment. Et la relation de Canada avec Cuba, le gouvernement actuel, la structure gouvernementale au Cuba, voilà, je pense que on peut revenir vraiment en arrière si on le voulait à des grands niveaux de début des décisions dans le moment de la révolution et du maintien des relations diplomatiques, commerciales avec Cuba. Et si on est considère au-delà du positionnement, du partenariat avec les États-Unis, au-delà de la pression qui a été appliquée, que le Canada et le Mexique sont les seuls deux pays dans cet hémisphère qui encore veulent maintenir des relations diplomatiques avec Cuba, mais en tout cas, je pense que, comme Ken l'a dit, il y a été une relation spéciale avec une qualité spéciale, mais entre des limites. À ce moment, notre premier ministre avait des motivations à lui afin de maintenir les relations diplomatiques et les intérêts commerciaux avec les pays. Et cela ne sont pas des raisons énormes, mais sont des raisons réelles. Et ça donne aussi un peu de sentiment de du choix indépendant du Canada au niveau international par rapport à ses choix politiques. Et donc, je pense que ces considérations sont importantes par rapport au moment dans lequel on en parle. Et nous remontons là à 1959, 1960, mais sûrement le premier ministre qui a pris ces décisions, Steve Banker, avait une affection particulière à l'idéologie du gouvernement cubain. Et donc, et on veut pas raconter trop d'anecdotes historiques ici, mais Castro est arrivé au Canada peu après, je pense que c'était 1960, et avec le premier ministre à ce moment-là, Diefenbacher, euh, alors que le Canada maintenait la relation avec Cuba, mais pas avec Castro. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'il y avait déjà une sorte de manque euh, de sécurité par rapport à l'idée du régime, du communisme, de ce qui allait se passer à ce moment-là avec ces relations
amicales et diplomatiques. Et donc, tout là a été basé sur une sensibilité du Canada, sur une conscientisation idéologique aussi en termes de valeurs politiques. Et avec Trudeau, cela a été un point aussi dans la relation avec Cuba, pas juste pour la décision de visiter de la part de Trudeau en 1996 comme premier leader de l'Ouest dans la Cuba post-révolutionnaire, mais aussi la relation entre Pierre Trudeau et Fidel Castro dans une structure gouvernementale comme celle de Cuba, où Fidel représentait absolument tout, la relation de leader voulait dire tout type d'engagement en soi. Donc, un engagement à haut niveau a pris lieu à ces moments-là et une période spéciale avait commencé avec une vague de nouveaux investissements canadiens qui a ramené pas mal d'investissements étrangers à Cuba. Et donc, ces relations étaient vraiment un engagement basé sur des liens réels et des bénéfices mutuels. Et c'était une relation politique amicale, mais aussi avec des conditions spécifiques. Mathieu, je pense que je veux juste interrompre un petit instant. La question peut être l'histoire importante, mais la question est peut-être où est la relation maintenant et comment est-ce que vous pensez que cela va impacter l'habilité du Canada de pouvoir manipuler ou alors diriger cette situation? Oui, je pense que les personnes j'ai travaillé dans les gouvernements depuis vraiment longtemps, donc l'impression qu'on a est que 2010-2013, on continue à avoir une sorte de relation qu'on peut pas appeler normale, mais c'était, et on peut pas l'appeler non plus une relation de près, mais le premier ministre Harper, qui n'était pas vraiment euh, investi dans la structure du gouvernement Cuba a quand même reconnu l'importance et l'intérêt qu'on avait par rapport à l'Amérique latine qui était important, mais reconnaître aussi que Cuba était important dans le cadre de l'Amérique latine. Donc, je pense que à un certain degré, les deux acteurs sont maintenant dans un nouveau niveau d'intensité. Donc, je pense que les gouvernements sous Trudeau a une tendance à réchauffer et donc positiviser cette relation, vu aussi la relation du père de Justin Trudeau. Mais mon impression est que on n'est pas encore retourné à ce degré de chaleur, de amicalité dans la relation, dans l'engagement par rapport à ce qu'on avait entre 1970 et 1990. Donc, les éléments clés de la relation ont toujours été le tourisme. Le tourisme a continué à augmenter à partir de 2010 jusqu'au COVID. Le COVID a été une partie significative de la relation avec Cuba et de la vie et des conditions cubaines. Donc, cela a aussi partie de la relation avec les populations. Donc, un des aspects les plus cruciaux de la relation avec le Cuba est la chaleur des sentiments entre les Canadiens et les Cubains. Et comme, on va dire, un signal du gouvernement, du maintien des relations. Donc, les degrés d'interconnectivité, d'engagement mutuel qui est arrivé qui a eu des phases plus fortes. Merci beaucoup, Mathieu. Carlos, qu'est-ce qu'on en pense par rapport au Mexique? Avant tout, je veux vraiment remercier Ken et Chris pour l'invitation à cette conversation. J'aimerais commencer en mentionnant le fait que le Mexique a toujours voulu être le troisième acteur dans le conflit Cuba-États-Unis. Et cela a joué un rôle à des niveaux différents par rapport aux différentes phases et moments de ces conflits. Et le Mexique a la qualité spéciale d'être le seul pays d'Amérique latine qui a eu des relations avec Cuba sans interruption dans les derniers 67 ans. Donc, dans les dernières années, si on considère les dernières années, la situation s'est effectivement détériorée à Cuba
le Mexique a augmenté les livraisons des pétroles, des nourritures et nous avons importé un grand nombre de docteurs de Cuba. Des centaines de docteurs ont été ramenés depuis Cuba jusqu'au Mexique qui ont été fournis avec un régime de cash même. Donc, à exception des derniers mois, les paiements allaient directement à l'État cubain, au gouvernement, au lieu d'être les docteurs, ce qui était payé. Et je veux aussi souligner le fait que cela a été un mariage de convenance. Donc, Cuba n'a pas entré en solidarité avec la situation du Mexique avec le reste du monde. Donc, Carla Linas du Gortari a volé l'élection de 1984-88 à Cuauhtémoc Cárdenas et le régime s'est aligné avec Salinas tout de suite. Donc, ça a été un mariage de convenance, comme je disais, c'était une relation bilatérale. Qu'est-ce que c'est la situation maintenant? Le président Sheinbaum a interrompu la livraison de pétrole à Cuba et cela s'est passé dans les dernières semaines suite à la pression croissante de Washington. Mais ils ont continué, on a continué à envoyer des livraisons d'aide et de soutien humanitaire. La question est de comment les envoyer et comment les transporter cette aide humanitaire juste à la destination finale. Le Mexique veut jouer un rôle de troisième acteur dans cette situation, même si ce n'est pas clair. Et je reviens par rapport à ce que le Premier ministre Carney a dit à Davos. Il demande qui va être à la table et qu'est-ce qu'il y a sur le menu. Qui est sur le menu peut-être même. Et je doute qu'il va y avoir une vraie conversation au-delà du fait que Washington a juste un élément sur l'ordre du jour qui est un changement de régime. Et le gouvernement mexicain s'est engagé dans des conversations de réforme à Cuba et malheureusement, j'ai peur que cela arrive trop tard. N'importe quelle conversation peut être développée par rapport à une réforme. Je pense que c'est trop tard par rapport à un changement de régime. L'impression que j'ai est que, et en fait, il y a eu une délégation de membres de l'Académie mexicain il y a quelques semaines qui qui sympathisent avec le régime de Cuba. Et la conclusion de la délégation est que tous les Cubains, les castristes, les pro-régime, l'anti-régime, tous les Cubains veulent parler avec Marco Rubio. Et ça, c'est une situation vraiment intéressante parce que Rubio, maintenant, apparemment, joue un rôle de médiation avec Trump, comme si Rubio allait être l'intermédiaire entre Cuba et Trump parce qu'il a des racines cubaines. Comme si Rubio avait une différente position par rapport à Trump. Et j'ai peur que cela n'est pas du tout le cas, mais c'est comment eux, à Cuba, voient la situation. Donc, le Mexique, tout au long de cette situation, a voulu et veut jouer les rôles des troisième acteurs, mais j'ai peur que cette rôle de médiation que le Mexique a mener les rôles de facilitateur. Je pense que les contacts directs entre Washington et La Havana, et je pense que vous le savez très bien, et ça, William Leogrande, mais pas seulement, et cela décrit d'une forme très méticuleuse comment les négociations dans le back channel se sont passées tout au long de cette situation. Donc, je veux mentionner peut-être des éléments euh, qui vient à l'œil par rapport à ces contacts du back channel. Ce n'est pas nécessairement des autorités du gouvernement cubain qui sont en train de parler du côté cubain, mais plutôt des membres de la famille Castro. Donc, nous parlons d'Alejandro Castro Spin, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, mais aussi Oscar Pérez Oliva. Ils sont tous membres de la famille, qu'ils soient de Nice ou
d'autres membres de la famille, mais en tout cas, c'est des membres, il s'agit de membres de la famille et ça, c'est un aspect à retenir. Mais aussi, de l'autre côté, l'ordre du jour est important ici et apparemment, l'ordre du jour ne change pas du tout le régime. Et la question qui est dans l'air, et je n'ai pas de prévisions par rapport à cela, je le mentionne juste, est qui est Delcy Rodriguez de Cuba. Et je ne mentionne pas le fait qu'il va y avoir quelqu'un, mais je veux le dire et le sens de ce que je dis est que le régime n'est pas dans une position de pouvoir négocier réellement l'ordre du jour ou les décisions à appliquer par rapport à ce que Washington a décidé qui va être l'ordre du jour. Et les choses ont changé là-bas. Donc, une fois de plus, je répète, le régime de Cuba n'est pas le régime Chavez-Maduro. À niveau politique, on trouve vraiment beaucoup de différences. On parle de deux situations vraiment différentes. Maintenant, le sens, c'est que le détriment et la détérioration est ici, pas juste dans le sens de la crise humanitaire qui a déjà été mentionnée par Catherine et Mathieu et Tamar, qui est une crise humanitaire qu'on voit déjà depuis un petit moment. Elle n'est pas dans l'horizon, elle est déjà présente. Elle s'est empirée, elle est plus profonde, elle est plus sérieuse et complexe. Mais je parle ici de la détérioration, de la tombée, du collapse politique du régime. Au moins, si on en parle avec le Cubain, la population ordinaire cubaine parle du Parti communiste. Il dit que tout est en détérioration. On ne parle pas d'un collapse futur, on parle de quelque chose qui est déjà ici. Maintenant, par rapport au Mexique, nous n'avons pas des réponses certaines, mais ce que je peux dire, c'est que le sens, c'est que la réalité par le régime de la société cubaine, de la population cubaine, est que tous les efforts ne vont pas marcher s'ils ne répondent pas, si le gouvernement ne répond pas à la situation réelle de chaque jour de la population cubaine. Donc, comment est-ce que le Mexique va aider les régimes? Est-ce qu'ils vont aider les régimes ou la population cubaine? Et j'ai une question, merci beaucoup à Carlos, j'ai une question de suivi à tout le monde ici par rapport, bien sûr, à la relation Cuba-États-Unis qui a commencé en 1959. Mais vu la profondeur de la crise et de l'incertitude et des conséquences possibles, si on considère les intérêts du Trump MAGA, mais aussi et des États-Unis en général, euh, qui n'ont rien à voir avec les intérêts militaires, bien sûr, est-ce qu'il y a un rôle? Est-ce qu'il y a de l'espace? Rubio, Raulito, Cangrico, n'importe qui. Est-ce que il y a un rôle ici sur une problématique qui n'est pas peut-être juste binaire, soit un changement de régime, soit un effondrement. Soyons honnêtes, l'assistance humanitaire est juste une solution temporaire. Est-ce qu'il y a un rôle de la communauté internationale qui peut fournir d'un côté le soutien humanitaire, qui n'est nécessairement pas pour les régimes, mais pour les personnes cubaines, mais en termes de chercher aussi pour une solution, est-ce qu'il y a du potentiel, que ça soit dans l'armée ou alors un potentiel d'autres côtés? Je ne sais pas, je laisse la question ouverte. Est-ce que quelqu'un veut répondre, prend la parole? Oui, panéliste, allez-y. On va à Carlos et après à Tamar. On va. Il y a eu des négociations, des conversations par rapport à un effort conjoint du Brésil, de la Colombie et du Mexique ensemble. L'intention est de parler à Washington et après à Havana pour essayer d'ouvrir un espace qui n'existe pas maintenant, donc essayer d'ouvrir la situation en soi et d'excaver un petit espace qui commence bien sûr avec de l'aide humanitaire qui n'est que une solution temporaire et comme qui a dit, ouvrir l'espace politique. Les Cubains en dehors de l'île peuvent aussi jouer un rôle dans cette conversation et je pense que cela est un aspect important et c'est aussi une requête, une demande vraiment ample
des Cubains partout. La communauté cubaine de la ville de Mexique a insisté. Ils veulent participer dans le dialogue et bien sûr, on peut considérer aussi la diaspora des Cubains à Miami ou les Cubains qui se trouvent aux États-Unis ou en Espagne. euh, Grandit significativement en chiffres. Donc, comment peut-on ouvrir un espace politique, un dialogue dans lequel les Cubains de différentes parties du monde peuvent participer afin de trouver une solution commune? Ça, c'est vraiment un bon point soulevé. Merci, Carlos. Je laisse la parole à Tamar. Oui, comme vous le savez, l'Espagne a des liens vraiment forts à niveau historique et culturel et aussi des intérêts économiques avec Cuba. Au moment, nous avons plus de 180 000 nationaux avec double nationalité qui vivent dans l'île, plus tous les diasporas. Et donc, en Espagne, nous avons bien sûr un nombre croissant de Cubains qui sont venus vivre en Espagne. Donc, comme vous pouvez bien l'imaginer, nos intérêts, les relations politiques avec Cuba ont été la priorité euh, pendant le temps avec l'intérêt de plusieurs gouvernements. La situation actuelle, cependant, et on peut l'appeler lien politique avec Cuba, sont sous le parapluie de travaillons sur un accord de dialogue politique entre l'Union européenne et Cuba. Notre chaîne de communication passe à travers de ces éléments. Nous avons toutefois aussi des conversations et des contacts bilatéraux qui sont d'importance. La semaine passée, Bruno Rodriguez, le ministère des Affaires étrangères du Cuba, s'est rencontré avec notre ministre d'Affaires étrangères pour parler de la Chine, du Vietnam. Quand il est passé en Espagne, ils ont parlé de la Russie aussi. Donc, notre dialogue est encore actif avec le gouvernement cubain. Le message que nous avons toujours essayé de transmettre est que notre soutien va vers la population de Cuba et pas précisément au gouvernement. Et dans beaucoup de façons, ce que nous voulons faire est, nous avons essayé de condamner l'embargo des États-Unis, donc notre position est claire par rapport à cela. Cependant, nous avons toujours, et dernièrement, d'une forme encore plus significative et répétitive, nous avons toujours voulu passer le message que c'est le moment de s'ouvrir de leur côté à appliquer des changements, surtout à niveau économique. Des réformes économiques ont été annoncées par le gouvernement. Cela a pris des mois et cependant, ça ne s'est jamais passé. La situation économique, les problèmes de liquidité, les cash flow, tout cela a empiré dans le temps et donc l'annoncement du réforme n'a pas été suivi par des actions concrètes et cela est critique. Donc, nous nous trouvons maintenant dans une situation dans laquelle la crise est en train de devenir de plus en plus sérieuse et notre message a toujours été que Cuba doit commencer à avancer vers un changement. Ça, c'est l'idée. Après cela, nous avons aussi bien sûr des chaînes de communication avec les États-Unis. Nous avons beaucoup de clarté par rapport au fait que les États-Unis veulent appliquer des changements avant la fin de l'année. Et je pense qu'ils pensent aux élections de moyen mandat, de mi-mandat. Et ce qu'il y a sur l'ordre du jour, comme Carlo l'a bien dit, est un changement politique. Cependant, je me permets de dire que les États-Unis voudraient bien commencer avec un changement économique, des réformes économiques qui pourraient permettre peut-être la liberté des prisonniers politiques, parmi d'autres choses. Mais je pense que le premier pas devrait vraiment être une réforme économique suivie par peut-être
une agenda plus politique. Nous ne savons pas sur quelle base ou comment ou quand cela va se passer, mais je pense que l'intérêt d'une réforme économique est vraiment à prioriser. Et ils ont un argument dans cet aspect parce que il est vraiment nécessaire d'appliquer une réforme économique dans l'île et cela a été le besoin principal dans les dernières années. Catherine, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la pauvreté, à l'égalité à Cuba? Pendant des décennies, on en a parlé. Quel est l'essence, quel est nécessaire par rapport à la réforme économique, soutien humanitaire? Le gouvernement de Cuba et, et la population de Cuba pourraient donner la bienvenue à une solution de compromis, à un paquet peut-être. Quelle est la différence? Ben, c'est une très bonne question. Merci beaucoup, Chris. Je pense que le changement le plus important que nous voulons voir et que nous voulons voir de forme urgente est la libéralisation économique de l'île. Le gouvernement cubain a vraiment perdu ces trains-là. Il y a 10 ans, avec le mandat Obama, ils auraient pu faire cela d'une forme vraiment plus ample, plus étendue. Euh, et avec la pandémie, est tombé un peu sous les sols à nouveau. La situation à Cuba n'a pas changé fondamentalement dans les dernières 5 ans. Euh, Ils ont perdu 3 millions de populations et ils ont perdu vraiment beaucoup de professionnels qualifiés et jeunes. Démographiquement, Cuba a changé beaucoup et ça, c'est la conséquence et ça, on voit les conséquences dans une énorme portion de la société. Et donc, ma sensation est que le changement doit arriver avec un rythme plus accéléré et le changement le plus important doit se passer au-delà de la libération des prisonniers politiques est l'ouverture économique de l'île, s'ouvrir au secteur privé, s'ouvrir à l'investissement international. Cuba a tellement de potentiel sur tellement de niveaux et il pourrait produire sa propre nourriture et ça pourrait être pas juste une destination touristique incroyable, mais aussi une destination culturelle, une île qui peut vraiment voir son potentiel se transformer en réalité si seulement ils acceptaient une ouverture économique. Et cela peut se passer dans la prochaine décennie. Maintenant, la question ici, c'est est-ce que le gouvernement va faire cela? Je ne suis pas vraiment optimiste, comme je vois certaines personnes l'être, parce que nous avons vu que le gouvernement de Cuba a eu et a mené une relation vraiment complexe par rapport au contrôle. Et je pense que si on considère les circonstances politiques actuelles, nous nous trouvons dans ces situations tout ou rien, surtout en considérant l'attitude de changement de régime depuis les États-Unis. Le gouvernement cubain vraiment a une mauvaise main de cartes en main et par rapport à l'histoire de long terme de survie contre ces conditions vraiment adverses, ils ont pu tenir coup pendant tellement longtemps et je le souligne parce que la situation sur le terrain, comme je l'ai expliqué au début de la conversation, est vraiment difficile et ça peut vraiment commencer à être dramatique, mais cela peut empirer tellement avant que le gouvernement s'assoie et commence à négocier sérieusement. Comme vous le savez sûrement, le gouvernement cubain a une logique assez militaire. Ils ont vécu sous siège, sous attaque pendant tellement d'années que la manœuvre du moment actuel est difficile, mais cela n'est pas impossible. Et donc, je pense que l'élément clé ici est qu'ils veulent acheter plus de temps. Ils veulent avoir plus de temps à disposition. Et si le pétrole arrive, ils vont acheter encore un peu plus de temps. Et s'il y a des changements dans les États-Unis avec les élections demi-mandat, ils vont encore avoir du temps de plus. Et donc, ma préoccupation, vu que je considère la situation depuis le terrain et je travaille sur le terrain, est que tout cela va avoir des effets adverses sur la population. Les personnes vont mourir tout au long de ces achats de temps pour continuer. Donc, la situation humanitaire va arriver à un point absolument grave
est inacceptable. Et donc, nous devons penser pas seulement à comment soutenir la population de Cuba sur un niveau humanitaire, mais aussi comment envoyer l'aide humanitaire à l'île, parce que sans pétrole, comment allons, allons-nous envoyer et livrer l'aide humanitaire à la population? C'est vraiment une situation compliquée, même avec l'aide de l'Église catholique ou de tous les acteurs dans l'île. Donc, probablement, l'Église catholique est un des acteurs les plus importants sur l'île, à niveau international aussi. Dans le passé, nous avons vu qu'ils ont joué un rôle fondamental pendant les négociations avec Obama aussi. Mais il y a un angle dans lequel il faut absolument pas oublier que le rôle de l'Église catholique est international, et pas juste sur l'île, mais c'est la seule institution représentée dans le Parti communiste sur l'île et partout dans l'île, dans chaque village. Chris, oui, oui, allez-y, Mathieu. Bien sûr. Juste que je veux entrer par rapport à la question des crises de l'espace et Carlos, comme Tamara a dit aussi, euh, ces commentaires vraiment utiles. Si nous regardons cette situation, nous n'avons pas vraiment beaucoup d'espace et ce n'est pas clair du tout comment les États-Unis veulent s'intéresser dans cet engagement avec les troisièmes acteurs s'ils veulent s'aligner avec ses intérêts aussi. Mais le gouvernement cubain n'a pas montré non plus. C'est un peu ironique aussi parce que la nature de la relation est un peu l'hostilité. Et les États-Unis ont toujours été un interlocuteur clé avec Cuba. Donc, entre les différentes missions diplomatiques, la plus grande était l'intersection des États-Unis avec Cuba. Et cela l'a été pour longtemps. Donc, la population de Cuba sait que un accord, une sorte de résolution peut venir de la part des États-Unis, mais cela est aussi la nature des limitations, des problèmes avec les États-Unis. Donc, je pense que les Cubains veulent effectivement du soutien diplomatique et bien sûr la résolution des Nations Unies avec l'embargo, le vote des pays. Et nous savons tout cela déjà, mais ça arrive un peu aux précisions de l'engagement de travailler vers la résolution du problème. Et donc les États-Unis doivent, comme on a dit, je pense pas que les pays comme le Canada, comme Carlo a dit, peut-être la Colombie, le Brésil, le Mexique, une partie de l'Espagne, peut-être d'autres pays européens aussi, on peut imaginer la Norvège qui a joué aussi un rôle important, mais je pense pas que ces pays pourraient s'obliger à travailler ensemble sur un intérêt commun par rapport aux prochaines phases de cette relation avec les États-Unis, avec la Chine. Parce que ce que je veux dire par rapport à cela, c'est que je pense que nous allons voir que les États-Unis ont l'idée d'un changement de régime, mais nous avons vu cela se passer au Venezuela aussi, avec un changement de régime euh, qui ne s'est pas encore passé. Donc, c'est un peu une réorganisation dans la façon dans laquelle les États-Unis peuvent expliquer les intérêts, mais ils cherchent aussi quelque chose au Cuba. Donc, si c'est ça le modèle de l'accord qu'on veut faire comme parti de régime Gaïsa, ça pourrait être un accord qui a beaucoup à voir avec un changement économique, en l'ouverture de certains secteurs, mais cela pourrait ne pas arriver au but si on pense au type de transition qui va mener vers une Cuba plus inclusive, plus pluraliste, que nous tous vous aimerons voir. Et je parle d'un abandon des valeurs qui a caractérisé Cuba les derniers 60 ans. Et donc, une structure de gouvernance avec des valeurs qui défendent la dignité de la population cubaine et la qualité de vie des Cubains. Ce que je veux dire, c'est que j'espère qu'il va y avoir une conversation par rapport à ces groupes des pays qui pensent de la même façon, et j'en ai mentionné quelques-uns, mais ils peuvent aussi en avoir d'autres. Comment
cette géométrie variable, comment ensemble, ils peuvent créer une force pour accompagner n'importe quel type de conversation peut avoir lieu ou alors éventuellement même des accords qui peuvent être mis en place avec l'administration des États-Unis actuelle et les gouvernements cubains afin de assurer que toutes les voix sont entendues, même les voix qui ne sont pas apparemment influentielles, mais même s'ils n'influencent pas la politique, ils doivent être présents afin d'articuler des espaces différents. Comme Carlos a mentionné, nous avons des communautés de diaspora, des Cubains qui sont présents un peu partout, qui veulent faire entendre notre voix, qui veulent avoir une influence par rapport à la forme dans laquelle le changement va avoir lieu. Et cela peut sonner un peu idéaliste, mais peut-être c'est même une illusion de penser cela, mais je pense, à mon avis personnel, que ça vaut l'effort de certains pays comme le mien de regarder en coalition ensemble comment cette situation peut quand même essayer de défendre certains principes, des principes de l'ordre international, afin de pouvoir respecter cette souveraineté, d'avancer certaines valeurs démocratiques, mais aussi des valeurs humanitaires, les valeurs de droit des personnes à avoir une vie digne et décente. Et donc, si cela pourrait être un complément dans l'avancement des relations avec les États-Unis et Cuba, je pense que ça vaut la peine d'explorer cette situation, cette option. J'espère que les gouvernements vont évaluer cette option aussi. Certainement, il y a du risque, certainement les gouvernements aussi vont pouvoir mener cela avec l'attention nécessaire, avec des intérêts propres aussi, bien sûr, dans les relations avec les États-Unis. Je ne pense pas que nécessairement ça va être une initiative partagée. Cela va demander beaucoup d'efforts d'exploration aussi. Mais merci beaucoup, Mathieu. Effectivement, dans la planification de cela, on pourrait avoir ou jouer un rôle. Merci beaucoup, Chris. Je passe la parole à nouveau à Ken. J'entends peut-être les deux côtés de mon propre cerveau, je pense. D'un côté, on pourrait même dire qu'il y a des changements que le gouvernement cubain peut vouloir accepter après certains types de conversations. Bien sûr, OK. Ça, c'est d'un côté un chemin possible. Mais de l'autre côté, j'entends Catherine parler de ce qui est en train de se passer maintenant et ce qui pourrait se passer dans 30 jours, qui pourrait vraiment être en train d'opérer sur des lignes des temps vraiment différentes par rapport aux conversations ou coalitions qui vont se développer peut-être d'un jour à l'autre. On le sait pas. Apparemment, au moment, cela n'est pas le cas, ne semble pas être le cas dans le futur, dans l'avenir plus proche. Mais je me demande, la question qu'on a ici, et que c'est le cas pour Tamara et Carlos, c'est que peut-être qu'il y a une politique sans articulation des États-Unis ou une politique de facto, peut-être, qui va être appliquée à à ces cadres de crise humanitaire et qui va permettre que la crise humanitaire continue jusqu'à un changement de régime. Je ne suis pas sûre que cela. Je me demande peut-être, Tamara, la conversation que vous avez eue avec les gouvernements des États-Unis, est-ce qu'il y a un sentiment qu'il ne va pas y avoir de fonds par rapport à la souffrance humanitaire qui va être tolérée jusqu'à une preuve concrète et nécessaire de pas positif à avancer par rapport à la vision que les États-Unis ont du changement du gouvernement de Cuba. Je ne sais pas si je le formulerai de cette façon. Une chose certaine est qu'ils ont exprimé leurs priorités par rapport à un changement dans l'île. Et la situation à laquelle les personnes font face est une situation qui a lieu depuis une décennie. Et donc, ils ne se sentent pas responsables du tout. Donc, la façon de bouger les focus ici de la situation humanitaire vers leurs objectifs. Et c'est intéressant de mentionner ici, nous avons de l'expérience par rapport à cela, et la différence de la perspective d'un côté à l'autre. D'un côté, nous avons les Américains qui pensent qu'ils n'ont aucune responsabilité par rapport à ce qui est en train de se passer sur l'île et que donc la crise humanitaire
ne va pas être la préoccupation centrale, et ça c'est un peu drastique, mais d'une certaine façon, leur priorité n'est vraiment pas répondre aux besoins des personnes. Mais si nous parlons de l'autre côté avec Cuba, il y a un peu de délai par rapport à la résilience des personnes et la capacité qu'ils ont de résister, si on veut, à ces conditions difficiles de vivre dans ces cadres impossibles. Donc, si nous parlons avec les deux côtés, ça paraît comme s'ils sont en train de parler de des réalités complètement différentes, comme si ce n'était pas la même situation et la même île. Et c'est pour cela que nous sommes sous l'impression parfois que les conditions dans lesquelles les personnes sont en train de vivre ne sont pas la priorité de l'autre côté. Et donc, cela est vraiment préoccupant de notre côté. Est-ce que je peux juste entrer vite fait pour ajouter une petite perspective que je pense pourrait être intéressante pour le public? Je suis tout à fait d'accord avec Tamar. C'est comme si les Cubains étaient une fois de plus bloqués au milieu de ces deux gouvernements. Mais la semaine passée, quand je demandais à plusieurs personnes là-bas comment ils désirent que la situation change dans un court à moyen terme, cela n'était pas vraiment nécessairement surpris, mais c'était assez nouveau pour moi d'entendre les jeunes dire que, et surtout ceux qui sont nés après cette période spéciale en 1990, ils ont vraiment donné voix à un désir de changement immédiat, à n'importe quel prix, même si ça arrive à être le cas, une invasion militaire de la part des États-Unis. Je n'ai jamais entendu cela d'une forme tellement directe et honnête, comme si la prochaine génération, donc la génération qui a été, euh, qui a grandi pendant la révolution de 1980, était beaucoup plus nuancée. Et eux aussi, ils sont clairs par rapport au changement, ils sont complètement fatigués de la réalité, mais ils ne sont pas prêts à payer n'importe quel prix. Donc, il y a vraiment beaucoup de différences de valeurs et de souveraineté et d'indépendance nationale et qui est vraiment vif. Et je pense que c'est important et intéressant aussi de se rappeler que les personnes ont leur propre vouloir et désir. Donc, je pense que il y a peu de personnes qui sont restées dans l'île qui ne sont pas d'accord avec ces besoins imminent de changement politique économique. Je pense que la nouvelle génération ne se rappelle pas la vie égalitaire au Cuba en 1980-1970. Ils n'ont plus de patience. Je pense que c'est important de soutenir ces futurs, cet avenir potentiel. C'est le même modèle et cela se reflète sur la diaspora cubaine, cette polarisation des générations. Il ne faut pas oublier cela quand nous parlons de l'avenir de Cuba. Chris, oui, et Carlos, je vais vous demander, et j'ai prêté vraiment attention spécifique à tout ce que tout le monde a dit ici, et mon impression maintenant est que Cuba, on pourrait argumenter que les États-Unis sont pratiquement en train de utiliser la crise humanitaire comme si la population de Cuba était juste des éléments avec lesquels pouvoir jouer pour résoudre la situation à Cuba. Il y a beaucoup de criminalisation, de pointer le doigt, si on veut. Quelle est la vision? Quel est ce que nous voulons ajouter? Tu avais la main levée, en tout cas, donc merci pour la patience. En écoutant les dernières interventions, je veux revenir en arrière vers la première question qui a été posée, qui est comment augmenter la force des négociations de la population à Cuba. Peut-être le gouvernement de Cuba veut ou montre la volonté de parler avec Washington ou avec euh, la ville de Mexique ou avec Lula ou n'importe qui. Mais qu'est-ce qu'il y a avec les Cubains à Cuba?
comment est-ce que nous pouvons augmenter leur pouvoir de négociation? Comme Catherine vient de dire, et cela est vraiment réel, ça a beaucoup de sens avec les Vénézuéliens. Les Vénézuéliens ont dit, laissez que les Américains nous entrent dans le pays parce que nous voulons que Maduro part à n'importe quel prix. On s'en fout de ce qui arrive après. Je pense qu'on ne peut pas imaginer que Delcy était la suivante. Le sens de fatigue plus absolue est vraiment là. Ils ont ras-le-bol à un niveau inimaginable. Donc, il y a un peu de sens par rapport au travail qui peut être fait de l'extérieur de Cuba, par rapport à comment augmenter la force de négociation des Cubains à Cuba. Ça, c'est un peu mon sentiment ici. Au-delà de la crise humanitaire, au-delà de la pression du régime, c'est les personnes qui ne peuvent plus soutenir l'échec plus complet du régime qui permet de satisfaire leurs propres besoins, que ce soit depuis la liberté vers la sécurité alimentaire. Et ça, pour moi, c'est la ligne de base. Comment augmenter le pouvoir des négociations des Cubains à Cuba. Merci beaucoup à tout le monde. Malheureusement, nous devons fermer la réunion. Nous avons juste planifié 1 heure des conversations. Je vais laisser à Ken fermer et clôturer la réunion, mais je pense que beaucoup a été dit ici. Je ne veux pas faire une liste de toutes les interventions intéressantes que nous avons entendues dans ces panels, mais tout le monde a participé. Il y a eu beaucoup de commentaires, de bonnes idées, et c'est une conversation que nous voulons continuer à avoir. Nous pouvons jouer un rôle. Donc, merci Ken, Martha, Catherine, et c'est vraiment un plaisir de vous voir à nouveau. Carlos, Tamar, merci à tout le monde. Matthew, oui, bien sûr, merci à tout le monde de avoir participé à cette conversation. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette discussion riche et essentielle. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Nous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux afin de rester informés de nos prochains événements et programmes. Merci aussi à Chatham House, bien sûr, pour le partenariat. La discussion d'aujourd'hui s'inscrit dans l'engagement continu du CCA visant à renforcer l'implication du Canada en Amérique latine et dans les Caraïbes. Les enregistrements en anglais, en français et en espagnol seront disponibles sur notre site web ccacanada.com, je pense, avant la fin de la journée ou demain. Et bien sûr, nous allons continuer à veiller à ce que les voix de la région participent pleinement au débat mondial sur les enjeux majeurs de notre team. Et je vous invite aussi à jeter un coup d'œil au rapport stratégique du CCA, Construire au-delà. Et ça, c'est à disposition sur notre site web. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Merci et bonne journée à tout le monde.